What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. MG et BMW accusés de mentir sur l'autonomie de leurs modèles électriques, les entreprises brutalement privées de bonus sur l'électrique, Tesla qui empoche 9 milliards de dollars en cash de la part de ses concurrents, la Tesla Model 3 perd un tiers de son autonomie par temps froid, et enfin Tesla, encore et toujours, qui ouvre 7 nouveaux centres en France. Voilà pour les grands titres de l'actualité sur la voiture électrique cette semaine, mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi 2 interviews pour le prix d'une, et l'essai de la semaine, ou plutôt une présentation, celle de la nouvelle Lancia Y 100% électrique. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 104 du 17 février 2024. L'actu de la semaine. L'autorité britannique de la publicité, l'ASA, a frappé fort, pointant du doigt BMW et MG pour publicité mensongère sur les véhicules électriques. Les spots des deux constructeurs ont été en effet épinglés car ils déclaraient que leur voiture était zéro émission, ce qui a déplu à l'ASA. Selon l'autorité, la voiture électrique est effectivement sans émission pendant la conduite, mais elle émet des gaz lors de sa fabrication et lors de sa recharge. L'ASA a donc demandé le retrait des campagnes publicitaires, soulignant que la notion de zéro émission était trompeuse. La décision a suscité des réactions, notamment de Colin Walker du groupe Energy and Climate Intelligence Unit, soulignant que toutes les voitures devraient être alors évaluées en fonction de leurs émissions totales et donc aussi pendant la construction, ce qui concernerait évidemment aussi les voitures thermiques. Coup de tonnerre dans le ciel du bonus écologique en France, l'État a décidé de zapper purement et simplement le coup de pouce aux voitures électriques pour les entreprises. L'annonce a été officialisée par le décret du 13 février, faisant chuter la subvention de 3 000 € à 0 € pour les sociétés. Les utilitaires ne sont pas épargnés, perdant 1 000 € de bonus. Cette volte-face s'expliquerait par le succès imprévu du leasing social qui a fait grimper les demandes à plus de 50 000 dossiers. Face à ce boom, l'État a fait des coupes franches pour maintenir un bonus pour les ménages les moins aisés. Les entreprises, elles, se retrouvent sur le carreau avec des flottes à gérer et un coup dur pour leur budget. Du côté des constructeurs, c'est également la déception car les ventes d'électriques pourraient piquer du nez sans ce bonus. Tesla a empoché la coquette somme de 9 milliards de dollars grâce à une activité pas comme les autres, la vente de crédits carbone. Depuis 2009, Tesla a surfé sur cette vague, encaissant pas moins de 1,79 milliard de dollars rien qu'en 2023. Comment ça marche ? Les constructeurs qui n'ont pas assez électrifié leur flotte achètent des crédits carbone à Tesla pour rester dans des normes mondiales de réduction du CO2. En 2023, les poids lourds tels que Volkswagen et General Motors ont vidé leur portefeuille chez Tesla pour éviter les sanctions. La pratique agace les géants traditionnels, mais ils n'ont pas d'autre choix. Tesla, initialement dépendant de ses crédits, a vu ses finances stimuler. Même en 2020, l'année où il pensait que cette manne diminuerait, elle a explosé. C'est un jeu complexe avec des marques comme Honda et Jaguar Land Rover qui rentrent également dans la danse. Une danse financière qui fait grincer des dents mais qui continue à faire tourner la roue de l'électromobilité. Et là, on n'est pas dans une série ni dans un reportage sur les crédits carbone. La Fédération automobile de Norvège a récemment testé 23 modèles électriques dans des conditions hivernales assez rigoureuses, mettant en lumière des variations significatives d'autonomie. Les véhicules dotés de batteries plus importantes, sans surprise, telles que la IFI-Z, une voiture chinoise totalement inconnue par ici, ont affiché de meilleures performances, atteignant jusqu'à 522 km d'autonomie réelle. En revanche, des modèles de Stellantis avec une batterie de 51 kWh, comme la Peugeot E308, ont enregistré des résultats moins favorables en raison de capacités de batterie limitées, évidemment. Une surprise en revanche, c'est la Tesla Model 3 Highland grande autonomie qui a beaucoup déçu avec un écart de moins 30% par rapport à son autonomie WLTP officielle, soit une différence absolue de moins 188 km. Ce constat souligne les écarts entre les valeurs annoncées par la norme WLTP et les performances réelles, mettant en avant des défis auxquels les véhicules électriques sont confrontés en hiver. Les voitures chinoises ont affiché des écarts minimes entre les valeurs WLTP et la réalité, tandis que les véhicules du groupe Volkswagen, dont par exemple l'ID7, la dernière grande berline du groupe, ont enregistré des écarts plus importants, atteignant jusqu'à moins 32%. Ces résultats soulignent l'importance de prendre en compte les conditions réelles d'utilisation, en particulier par temps froid, pour évaluer l'autonomie des voitures électriques. Tesla a récemment confirmé l'ouverture prochaine de 7 nouveaux centres en 2024,
portant le total à 31 sur le territoire français. Ces nouvelles implantations seront situées à Rouen, La Rochelle, Marseille, Annemasse, Amiens, Bayonne et Saint-Ouen. De plus, le centre de Rennes déménagera vers des locaux plus spacieux. En parallèle, le siège social bénéficiera de nouveaux bureaux à Saint-Ouen, tandis que le centre de Chambourcy restera ouvert, se concentrant exclusivement sur la vente et la prévente. Cette expansion fait suite à la stratégie de Tesla visant à offrir une proximité aux clients français, leur permettant d'essayer des modèles et de discuter avec les experts de la marque. Après les inaugurations de centres en 2023 à Tours, Clermont-Ferrand, Perpignan, Lyon et Dijon, Tesla renforce sa présence en France. Cette décision s'inscrit dans la reconnaissance de l'importance d'une proximité physique pour les clients français. En plus de ces centres, Tesla continue de développer son réseau de superchargeurs avec 45 nouveaux sites ouverts en 2023, totalisant plus de 620 points de charge, dont 70% sont accessibles à tous les véhicules électriques, y compris donc ceux qui ne sont pas de marque Tesla. L'interview de la semaine. Bump, Allego et Engie Vianeo annoncent un partenariat ayant pour objectif d'accélérer la transition énergétique des flottes professionnelles. À travers cette collaboration, les 3 acteurs de la recharge de voitures électriques donnent accès à leurs utilisateurs à toujours plus de bornes publiques, notamment haute puissance, avec 0% de commission. Pour en parler, je reçois François Oudot, CEO de Bump, un habitué du podcast WhatsApp, puisque c'est la 3e fois que nous échangeons ensemble. Bonjour François Oudot. Bonjour Eric. Vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Alors nous nous sommes déjà parlé il n'y a pas très longtemps, mais vous avez une actualité brûlante là qui n'arrête pas. Donc ça me donnait l'occasion un petit peu de faire le point avec vous. Alors tout d'abord, vous avez repris des bornes Enedis. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, alors c'est un projet qu'on a gagné il y a maintenant peut-être 4-5 mois, et effectivement le but c'est de reprendre en supervision 3500 bornes. L'enjeu du projet c'était de reprendre 3500 bornes en supervision sur 3 mois. Et il y a 15 modèles de bornes différentes, et en plus on va construire 4000 autres bornes, et on fait tout ça avec notre partenaire Firal. Alors c'est quoi ces bornes Enedis ? Elles étaient où ? Elles fonctionnent comment ? Elles étaient gérées par qui ? Alors c'était des bornes qui étaient déployées par le passé par Enedis, certaines avec Total notamment. Elles sont déployées sur 280 sites, ça correspond à la moitié ouest de la France, à peu près. D'accord. Si on coupe la France en deux. Et donc voilà, il y avait un gros chantier de reprendre toutes ces bornes en supervision. Donc ça a nécessité premièrement en fait, quand c'est des process comme ça de déploiement de reprise en supervision massif, on l'organise en 3 phases. La première phase qui est vraiment une phase un peu, on va dire, de R&D, c'est-à-dire s'intégrer avec toutes les bornes, s'assurer que toutes les bornes fonctionnent bien, communiquent bien, que ça fonctionne, tous les modèles de bornes, j'entends, que ça fonctionne bien avec la supervision. Et ensuite, on a construit une application mobile de mise en service automatiquement, de reprise en supervision automatique, qui a permis ensuite au technicien Firal, lorsqu'il va sur le terrain, donc il y avait une première visite du technicien Firal pour faire l'audit et l'analyse du parc existant, et une deuxième qui était la reprise en supervision. Et là, avec l'application qu'on a construit Bump, il fait toutes ces opérations sur le terrain, et automatiquement, ça alimente l'outil de supervision pour faire ce qu'on appelle en interne le commissioning, c'est-à-dire l'intégration des bornes de recharge dans le système de supervision. Donc tout ça a été réalisé de façon complètement automatique avec Firal. Et Bump, nous, on a été vraiment le partenaire dans la gestion de projet, dans la gestion de la supervision, dans la gestion de la reprise des bornes et l'expertise technique autour des bornes. C'est Firalp, c'est quoi ? Alors Firalp, c'est une entreprise de bâtiments, de construction, de réseaux historiquement. D'accord. Plus connu sous le nom de Sobeka. Oui, d'accord. Ils font pas simplement des réseaux de bornes électriques, ils font aussi des réseaux. Non, exactement. Tout à fait. C'est d'eau. C'est une entreprise, c'est une entreprise qui doit faire un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 4000 collaborateurs, si je me trompe pas, à peu près. Ouais. Et le métier, c'est de faire des réseaux. C'est un des plus gros prestataires d'Enedis en France. C'est eux qu'on voit régulièrement dans nos rues éventrées. Exactement. Pour changer les barrières jaunes et vertes, c'est eux. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Ouais. D'accord. Et Sobeka, c'est Société Beaujolaise de canalisation. Donc ça vient de chez toi. De la région lyonnaise. Ouais. Exactement. Et alors, ça a dû être justement, on parle de chantier, ça a dû être un sacré chantier parce que c'était un réseau qui était assez disparate, non ?
Voilà, c'est ça. C'était un réseau très disparate avec beaucoup de différents modèles de bornes, de marques de bornes. Donc, s'assurer qu'on arrive à tout faire bien, c'était vraiment un challenge. Donc, c'était vraiment un processus industriel. Parce que comme je disais, on a atteint, on reprenait au pic, on reprenait 300 bornes en supervision par jour. Ouais. Donc, il faut que tout marche. C'est-à-dire que toutes les bornes, elles se reprennent en supervision automatiquement. Quand vous êtes à 300, faut que ça se déroule de façon complètement automatisée. Et donc, effectivement, ça nécessite beaucoup de travail de préparation en amont et d'expertise des équipes, de réactivité des équipes pour lorsqu'il y a un problème, pour que il y a un technicien sur le terrain. Donc, si lui il est bloqué parce qu'il y a une borne qui pose des problèmes pour être reprise en supervision, il faut tout de suite pouvoir l'aider, l'accompagner pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est vraiment le rôle de BOM, c'est cette expertise très forte sur l'IRVE en général que nous on apporte. Alors concrètement, ça veut dire que vous avez déployé aujourd'hui la marque Bump sur toutes ces bornes, sur tous ces points de charge. Ça devient de facto des bornes Bump intégrées au réseau Bump. Ou vous intervenez en marque blanche? Alors c'est pas des bornes ouvertes au public, pour être très clair. C'est des bornes privées pour les agences Enedis. Oh, okay. Donc non, il y a pas d'affichage de marque, ça reste les bornes Enedis. C'est juste que nous, notre métier, ça consiste à les superviser, les exploiter, les opérer, s'assurer qu'elles fonctionnent bien, déclencher les opérations de maintenance s'il faut, répondre aux problèmes des clients, etc., etc. C'est vraiment ça le métier sur ce sujet-là. D'accord, donc vous avez aussi ajouté une couche logicielle, on va dire homogène sur l'ensemble. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça la grosse force de BUM, c'est plein de bornes différentes, modèles de bornes différentes, et l'ensemble remonte dans un seul et unique outil de supervision avec une visualisation pour Enedis de l'ensemble du parc, quel que soit le modèle de borne, avec l'ensemble des KPI nécessaires pour suivre un parc, c'est-à-dire le taux de disponibilité, le taux de fonctionnement des bornes, les incidents des bornes et les interventions aussi du personnel de maintenance. Donc ça leur permet de suivre qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qu'il y a une intervention qui va avoir lieu, etc. et de prévoir tout ça. Tout ça est consolidé dans un seul et unique dashboard. Très bien. Alors vous avez une autre actualité qui est plus récente, c'est un partenariat que vous venez de lancer entre Bump, Allego et Engie Vianeo. Alors, comment ça fonctionne, quels en sont les objectifs? Et puis peut-être un rappel sur ce que sont Allego et Engie Vianeo. Oui, tout à fait. Donc Engie et Allego, c'est deux opérateurs de recharge publique. Ouais. Ils sont 100% dédiés à la recharge publique, que ce soit sur autoroute, voirie, retail. Nous-mêmes, chez Bump, on a des bornes de recharge rapide principalement sur des centres de retail, donc avec Système U et avec Monoprix, principalement, on va dire. Et l'objectif de ce partenariat-là, c'est en fait de combiner l'ensemble de nos réseaux, c'est-à-dire celui d'Engie, celui d'Allego, le nôtre, pour offrir un prix compétitif aux professionnels et aux entreprises qui veulent électrifier leur flotte. Et donc du coup, nous on a déjà en interne, ce qui existe déjà chez nous, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une offre MSP de mobilité, ce qui veut dire que c'est une carte qui permet la recharge sur plus de 110 000 points de charge en France, 350 000 en Europe. Et en fait, cette carte de recharge, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec ces deux autres réseaux et le nôtre pour offrir 0% de commission sur les prix publics aux entreprises. D'accord. Ça représente combien de points de charge maintenant, alors, ce réseau? Alors, ça représente 2000 points de charge, soit à peu près 35% des points de charge haute puissance en France. Et c'est destiné exclusivement aux professionnels? Alors, non, c'est-à-dire que notre offre de MSP, de mobilité, elle est aussi accessible aux particuliers B2C. Ouais. En revanche, on n'a pas la même ristourne pour les particuliers que pour les professionnels. Pour les professionnels, il y a une ristourne qui est plus significative, parce que d'habitude, classiquement, dans notre marché de MSP pour les particuliers, on va prendre à peu près autour des entre 5 et 10% de commission. Donc ça correspond à une ristourne qui est entre 5 et 10%. D'accord. Donc en fait, ça va permettre aux professionnels de bénéficier de l'ensemble de ce réseau sans avoir à payer une commission supplémentaire. Exactement, c'est ça. C'est vraiment le nerf de la guerre dans les cartes carburant historiquement. Je veux dire, si vous prenez les cartes carburant Total ou Shell, le nerf de la guerre, c'était accéder à un réseau de carburant avec une commission faible et des remises de fin d'année. Nous,
n'a pas fait les remises de fin d'année parce qu'on pense que c'est pas forcément le bon modèle, mais voilà, on a 0% de commission, ce qui fait que vous avez exactement le prix public. D'accord, très bien. Alors, une dernière question. Vous avez des projets comme ça encore dans les cartons là? Vous allez continuer à... C'est une bonne question. Là, on va annoncer quelque chose on va faire une grosse annonce à Float Auto. D'accord. Donc dans 2 jours. Très bien. Donc on va annoncer justement, c'est un peu la suite de ce qu'on vient d'annoncer. C'est une carte qui va permettre de faire plus que juste de la recharge. Pour faire un petit teaser. On fera quoi avec? On pourra faire acheter du café, du pain. Vous verrez. Okay. Mais effectivement, on pourra faire plus. Ça couvrira l'ensemble des besoins d'une flotte autour de la mobilité. Mais c'est vrai que cette première étape, en fait, elle était très importante pour nous parce que ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour une entreprise, les prix en recharge en itinérance sont extrêmement opaques. C'est-à-dire que il y a certains opérateurs de mobilité qui disent qu'ils prennent 0% de commission sur leur prix dans leur application mobile. Sauf que le prix dans l'application mobile, c'est 10% de commission sur le prix public. Enfin bref, il y a beaucoup d'opacité, et nous, ce qu'on a déjà voulu faire dans un premier temps, c'est d'apporter beaucoup de clarté, de visibilité et de simplicité pour les entreprises, en disant voilà, c'est vraiment nous aujourd'hui parce qu'en fait, dans le métier du MSP, quelque chose qui est très dur, c'est de connaître le véritable prix public de la borne. C'est vraiment pas facile du tout. Nous, aujourd'hui, l'ensemble des bornes, on connaît le prix public parce qu'en fait, on s'est interopéré avec des agrégateurs de données. Et donc, on garantit effectivement la commission sur le prix public. Et donc ça, pour nous, c'était indispensable parce qu'aujourd'hui, vous demandez à une entreprise, vous dites, j'ai testé un badge entre différents badges de mobilité, il y en a qui sont du simple au quintuple en termes de prix. Et donc ça, voilà, nous déjà, on a résolu ce problème-là, et en plus, on va plus loin en offrant 0% de commission. Ce qui était important pour nous, c'est que le message qu'on envoie, c'est ça correspond à 2000 points de charge HPC, soit à peu près 2 fois plus que le réseau total en France. Et donc, ça envoie un message très fort aux entreprises qui ont l'habitude de travailler avec Total pour ne pas pour être complètement franc, et de dire voilà, il y a d'autres opérateurs qui ont des réseaux plus larges et qui offrent des gros discounts. Et sur la suite, effectivement, ça va être couvrir l'ensemble des besoins de la mobilité. Ça va être un élément essentiel. Et après, on est toujours dans cet axe-là, qui est de regrouper l'ensemble de ces flux de données, c'est-à-dire recharge en itinérance, recharge en entreprise, recharge de domicile, l'ensemble de ces flux de données dans un seul et même outil, une seule et même plateforme, que nous, on baptise notre système d'information recharge en entreprise, et qui va vraiment permettre aux entreprises de prendre des décisions, d'analyser le coût kilowattheure et de s'intégrer avec d'autres outils tiers d'organisation dans l'entreprise. Donc des ERP, des logiciels de gestion de flotte, des logiciels de gestion RH pour le remboursement des collaborateurs, etc., etc. Donc vraiment, on continue cette veine, dans cette veine et dans ce travail-là de permettre, avec je dirais, au bout du compte pour nous, 2 enjeux clés que sont en fait, il y a 2 enjeux clés, 2 problèmes majeurs à résoudre en entreprise. L'une, c'est l'adoption du véhicule électrique en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal à faire en sorte que les salariés, les collaborateurs choisissent les véhicules électriques dans les catalogues de voitures disponibles. Et l'autre enjeu, c'est de permettre en fait d'avoir ce qu'on appelle un total cost of ownership, un coût total qui soit plus faible en électrique qu'en thermique. Ouais, bien sûr. C'est ça les 2 enjeux principaux. Et on essaie de est-ce que ça dépend. Alors oui, c'est le cas, mais après ça dépend de comment vous rechargez. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous rechargez en permanence sur l'infrastructure Bélib ou sur autoroute, en moyenne, vous allez être 2 fois plus cher que le thermique. Waouh, 2 fois plus cher que le diesel, par exemple. Ouais. C'est fou. Ouais. Il faut se donner, pour avoir un ordre de grandeur. Voilà, le carburant. En fait, on passe d'un monde, pour un gestionnaire de flotte, si on recule un peu, mais on passe d'un monde qui était très simple. Vous avez une station-service, donc un lieu de recharge, avec des prix qui à plus ou moins 10% étaient partout les mêmes en France. D'ailleurs, le prix au litre, il est entre 1 euro. Alors, je sais pas, je vais plus à la pompe. Il y a entre 1,70 € et 2 €, quoi. Voilà, grosso modo. Ouais. Et vous passez à un monde de l'électrique où vous avez 3 lieux de recharge, entreprise, domicile, itinérance, avec des prix qui vont du simple au quintuple. Disons de 20 centimes d'euros le kilowattheure à 1 € le kilowattheure.
Bon bah évidemment dans un univers donc on a énormément augmenté la complexité pour un gestionnaire de flotte pour maîtriser sa flotte, ses coûts et donc le chiffre que je garde toujours en tête c'est les 60 centimes d'euros le kilowattheure. Si vous dépassez les 60 centimes d'euros le kilowattheure, vous êtes plus cher que le thermique. Bon, et c'est pas grave de payer 1 euro le kilowattheure parfois. Mais si vous faites que 1 euro le kilowattheure, bah vous êtes clairement plus cher que le pétrole. Et si vous allez encore plus au-dessus, c'est encore plus cher. Donc la parité TCO, elle est là, elle est à 60 centimes d'euros le kilowattheure. Et donc il faut que le gestionnaire de flotte, il arrive à avoir un coût moyen de ses sessions de recharge, de sa recharge, autour des 60 centimes, en dessous des 60 centimes pour arriver à parité, quoi. Et c'est ça tout l'enjeu de la maîtrise des coûts pour un gestionnaire de flotte, c'est de maîtriser cette variabilité du coût de la recharge qui est là et qui sera là pour durer, hein. Faut pas se faire d'illusions. On peut pas comparer une simple prise chez soi et la recharge d'une simple prise chez soi à une borne 400 kW sur autoroute. Ça sera toujours différent. Le prix sera toujours supérieur sur le 400 kg. Mais faut le maîtriser. Ça dépend lesquels, parce que Tesla vient d'annoncer encore une baisse de son tarif sur les superchargeurs. Ils sont tombés à 26 centimes du kilowattheure. 26 centimes. C'est-à-dire que c'est 1 centime de plus que le prix public auquel on peut avoir accès chez soi. À condition évidemment d'être propriétaire d'une Tesla et donc de ne pas avoir à payer un abonnement en plus. Mais même avec l'abonnement à 11 ou 12 euros par mois, ça devient très rentable. Ils ont annoncé ça il y a quelques jours. Alors c'est effectivement ça. Je connaissais pas cette actu parce que je suis pas forcément l'actu de Tesla, mais c'est effectivement après faut aussi prendre en compte les tarifs heure pleine, heure creuse. C'est-à-dire qu'au domicile, je pense qu'on peut facilement descendre à 15 centimes d'euros le kilowattheure avec l'heure creuse. Bon, et puis après, voilà, c'est Tesla, vous avez pas forcément des stations partout. Mais voilà, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que, et puis c'est pas toujours le plus pratique. Voilà, il faut accepter d'avoir un peu les deux, et c'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Et après, sur l'adoption du véhicule électrique, nous, tous, ce qu'on constate, et là, je vous partage, mais en fait, nous, on est convaincus qu'aujourd'hui, on augmente cette complexité. Donc, forcément, vous avez une complexité qui est plus importante, avec aujourd'hui, en entreprise, des expériences utilisateurs qui sont moins bonnes que le thermique. C'est-à-dire que vous avez différents opérateurs, il faut gérer, etc., etc. Donc nous, ce qu'on veut apporter aussi aux entreprises, au-delà de la maîtrise de leurs coûts, c'est une expérience utilisateur qui soit bien supérieure, beaucoup plus agréable. C'est un peu la disruption qu'on a connue, par exemple les néobanques il y a peut-être 5 ans à peu près. La carte ticket restaurant qui a été les chèques tickets restaurant qui ont été complètement disruptés par les cartes de paiement online. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le cadre de la carte carburant, en fait, ça a jamais pu être disrupté parce que c'était quelque part rattaché à un réseau physique qui était le réseau pétrole. Aujourd'hui, avec l'électrique, ça balaye complètement les cartes. Et il y a une énorme place à l'innovation, à la création, et c'est ce que nous on veut faire chez Bump, et c'est ce qu'on fait, et ce qu'on veut faire à l'avenir. Ce qu'on va annoncer dans 2 jours, ça va être ça. On va continuer à annoncer et disrupter ce marché-là, parce qu'il y a une vraie opportunité à saisir aujourd'hui sur le 100% électrique qui le permet, quoi. Sans en dévoiler plus, ce que vous allez annoncer dans 2 jours, ça va concerner les professionnels, les particuliers ou les deux ? Ça sera les professionnels. Les professionnels, très bien. Ouais. Vous avez fait, on en avait parlé, c'était quoi, il y a 2 ans, vous aviez fait une grosse levée de fonds. Oui. 180 millions de mémoire. C'est ça. Vous avez grillé tout le cash là, ou vous allez avoir besoin de faire une nouvelle levée ou pas du tout ? Non, on n'a pas du tout d'urgence sur le sujet. On n'a pas du tout d'urgence. Ce qui est la grande particularité de notre business, c'est que aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui, on a à peu près, grosso modo, nos revenus, c'est à peu près 50-50 entre le B2B et la recharge rapide en magasin, chez les retailers. La partie recharge rapide retailer, c'est effectivement une activité qui est très consommatrice de cash. Le B2B, pour le coup, beaucoup moins. Et sur lequel il y a une prédictibilité des revenus qui est beaucoup plus forte. Et donc aujourd'hui, nous, on n'a pas de besoin de lever d'argent particulier. Donc on n'a pas d'urgence aujourd'hui. La seule question qu'on se dit, c'est est-ce qu'on veut accélérer l'international ou pas, et c'est ça l'enjeu qu'on se pose aujourd'hui. Donc on a ouvert l'Italie déjà, et est-ce qu'on veut aller plus loin, c'est ça la question. D'accord. Mais en France, on n'a pas d'enjeu.
D'accord. Vous continuez à développer donc vos stations aussi en partenariat avec les réseaux de magasins, donc comme Monoprix, etc. Ça continue ça au rythme prévu? Oui, alors le rythme, je saurais pas trop vous dire exactement quel est le rythme, mais bon, on doit être une centaine de stations aujourd'hui de recharge. On en a beaucoup dans le pipe encore à construire. Je crois on doit être autour des 300-400 aujourd'hui prévus à construire. Donc enfin en tout, donc ça fait 200 à 300 en plus à construire. Donc il y a pas de ça continue, ça avance, pas de problème là-dessus quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, François Oudot. Je rappelle que vous êtes CEO de Bump, un opérateur de recharge de voitures électriques. Merci beaucoup et sûrement à bientôt. Merci Eric, à bientôt. Proposer une offre inédite pour réduire son empreinte carbone et faire des économies, c'est le pari de l'entreprise française Backlease, premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés, un service de leasing innovant destiné aux particuliers et aux professionnels qui propose des voitures électriques d'occasion bénéficiant des mêmes garanties que le neuf à prix réduit. Pour en parler, je reçois Nicolas Frein et Giovanni Apuzzo, les deux co-dirigeants de Backlease. Bonjour Nicolas Frein, bonjour Giovanni Apuzzo. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Vous êtes respectivement fondateur et CEO de YouLease, un courtier en leasing automobile, et Giovanni, CEO de Backlease, le premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés à destination des professionnels et des particuliers. Pouvez-vous nous présenter Backlease en quelques mots ? Oui, tout à fait. Merci Eric. Effectivement, nous sommes loueurs longue durée de véhicules électriques reconditionnés. Nous sommes même pionniers en la matière. Notre mission, elle est extrêmement simple. C'est d'accélérer la transition énergétique vers la mobilité électrique en apportant une réponse financière et économique sur le véhicule électrique dont on sait tous qui est un produit cher. C'est également de rassurer nos clients sur la qualité, la durabilité de ces véhicules électriques. On a entendu énormément de choses. Donc vraiment, l'objectif, c'est de populariser cette technologie à travers cette technologie, mais surtout à travers des garanties que l'on propose sur ces véhicules, qui sont effectivement des véhicules de seconde main. Et enfin, notre troisième mission, c'est un devoir de transparence. Un véhicule électrique, c'est bien, ça a énormément d'avantages, énormément d'atouts. Ça a un impact global écologique qui est plutôt favorable, mais ça a aussi des inconvénients. Et ces inconvénients, même si aujourd'hui notre métier c'est de favoriser cette mobilité, notre responsabilité, c'est surtout d'informer nos clients sur l'impact écologique de ces produits-là, sur l'impact CO2 notamment, et c'est la raison pour laquelle on a tout un service d'accompagnement et de transparence sur les véhicules que l'on met à la route. Donc vous avez une mission au-delà de la mission de financement, une mission un petit peu pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut acculturer vos clients à l'usage de la voiture électrique. Oui, exactement. En fait, dans l'inspiration de Backlease, ça vous aura pas échappé, il y a un peu du back market. Ouais. Et effectivement, on souhaite évangéliser, rendre beaucoup plus acceptable le fait d'avoir un véhicule électrique reconditionné, même pour un véhicule de fonction à titre professionnel. C'est une des missions de Backlease, effectivement. Backlease existe depuis combien de temps ? Backlease, ça a une petite année d'existence, donc c'est une jeune entreprise. Comme vous l'avez souligné, moi au départ, moi je suis un spécialiste du financement automobile. Ouais. Et dans la genèse de Backlease, on est parti déjà d'un constat, c'est que le véhicule électrique en leasing, c'est 30-35% plus cher en fait à l'achat ou en paiement mensuel. Donc on est déjà parti de ce constat-là, c'est qu'un véhicule électrique, le coût d'accès au départ, il est beaucoup plus important puisqu'on finance une partie du combustible avec la batterie. Et donc, du coup, on a voulu, avec Backlease, déjà proposer une solution qui soit plus accessible pour le véhicule électrique que de partir systématiquement sur du neuf. Et puis, le deuxième impact et la deuxième idée clé dans la création de Backlease, il y a le fait de démocratiser, comme je vous le disais, le
le véhicule électrique reconditionné pour des aspects environnementaux. Et puis voilà, c'est justement d'être une société avec un plus fort impact sur l'environnement en développant la partie recyclage des véhicules. Effectivement, de par notre expérience, aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'un véhicule électrique, c'est bien, mais ça a une dette de départ. Cette dette de départ, elle est liée au niveau de sa fabrication. Aujourd'hui, l'empreinte de production d'un véhicule électrique, il est de près de 3 fois supérieur à son équivalent thermique. Donc aujourd'hui, tout simplement, on est parti de ce constat de se dire, ok, très bien, le parc automobile mondial et français, parce que c'est surtout le scope que l'on occupe aujourd'hui, il va muter d'ici ces 10-12 prochaines années. Comment est-ce qu'on accompagne cette mutation et comment est-ce qu'on l'accompagne de manière responsable? Et effectivement, surproduire des véhicules électriques, ça va avoir un impact écologique majeur, hein, ça va déplacer des populations, il va y avoir des enjeux géopolitiques et puis surtout en termes de matières premières, ça va demander énormément d'efforts que l'on va demander à notre chère planète. C'est pourquoi on a voulu à travers Backlease proposer une alternative à tout ça. Bien évidemment, il va continuer à se produire des centaines et des millions de véhicules électriques ces prochaines années, mais en proposant cette alternative du reconditionné et de l'économie circulaire, alors on peut soulager un petit peu l'outil de production, les besoins en ressources et en matières premières et proposer une alternative qui a un impact global qui est nettement inférieur à ce que l'on connaît aujourd'hui à travers les acquisitions de véhicules. Qui sont vos clients? Principalement des entreprises, des grandes entreprises, des entreprises qu'on appelle qui ont une approche RSE 2.0. C'est-à-dire globalement des entreprises qui ont déjà transformé leur parc automobile. Ils ont déjà quelques dizaines, voire centaines de véhicules en flotte. Ils sont déjà passés sur de l'hybride rechargeable, du véhicule électrique depuis maintenant quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, ils font le constat, si vous voulez, que ces avancées sont notables. Elles sont très bien, elles vont dans le sens des choses. Mais ils cherchaient, si vous voulez, une façon encore différente de réduire leur impact, notamment depuis septembre 2021 avec l'obligation de publier les bilans carbone. Aujourd'hui, les entreprises savent précisément quelle est leur empreinte leur bilan carbone annuel. Et nous, à travers Backlease et à travers cette solution de reconditionner et d'économie circulaire, on leur permet tout simplement de réduire leur impact carbone de l'ordre de 300 voire 400% de moins que ce qu'ils émettent à ce jour. Ce qui est important que vous compreniez peut-être, Eric, c'est que dans la genèse de Backlease, quand on a voulu créer Backlease, déjà on a voulu avoir de l'impact sur l'environnement, on a voulu proposer une solution plus accessible. Et pour que cette idée de départ et cette ambition de départ, elle soit validée, on s'est fait accompagner par une agence indépendante qui est agréée ADEME pour que l'ensemble de la démarche de Backlease, elle soit validée. Et effectivement, quand on livre un véhicule, on remet 2 certificats. Un sur la performance de la batterie, donc qui permet de dire voilà, le véhicule reconditionné qu'on vient de vous livrer a une batterie qui est valide à 96% par exemple. Et 2, on vous remet un certificat d'impact carbone qui confirme, validé par l'ADEME et par l'agence indépendante Decarbonize avec lequel nous travaillons, que ce véhicule-là a un impact carbone de 95% inférieur au même véhicule neuf en électrique. Et pour vous raconter la petite histoire, on est des entrepreneurs, donc vous savez, quand on crée une entreprise, on imagine, on dit voilà, on a des super idées, à qui on va vendre ces véhicules-là? Et effectivement, nous on s'est dit allez, on va vendre ça à des particuliers, soit primo-accédants aux véhicules électriques ou des gens assez CSP+, qui ont une bonne conscience écologique et qui vont trouver plutôt notre solution cool.
Et puis, on va vendre cela à des PME, des TPE qui n'ont pas encore franchi le pas du véhicule électrique. Et puis, comme on va leur proposer une solution plus économique, et bien du coup, Backlease sera la bonne solution. Et effectivement, comme le dit Joe dans la réponse qu'il vous a fait sur aujourd'hui nos clients, on s'est planté sur ce sujet-là. On vend pas, on a vendu des voitures à des particuliers, on a vendu des voitures, enfin loué des voitures à des petites entreprises. Mais là où Backlease attire vraiment beaucoup de clients sont les clients les plus importants, ceux qui ont des flottes importantes et les clients qui sont dans des démarches RSE les plus abouties. Et notre petite fierté, c'est effectivement qu'on rende à la mode le fait d'avoir dans une politique automobile non pas seulement un véhicule électrique, mais un véhicule reconditionné. Et on a des entreprises clientes lyonnaises qui ont déjà franchi le pas là-dessus. Qui délivre le certificat de bonne santé de la batterie? Vous travaillez avec qui? Alors, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Moba, ex-label batterie. C'est la raison pour laquelle je vous posais la question. On les connaît bien. Ouais. J'imagine. J'imaginais bien que c'était eux. C'est une référence. Ouais, donc Moba, effectivement. Alors, comment ça fonctionne le processus? Parce que vous proposez donc des voitures reconditionnées. Donc, comme vous l'avez cité tout à l'heure, c'est un petit peu l'idée qu'on connaît dans le back market. Vous faites quoi? Comment vous sourcez les voitures et qu'est-ce qui se passe après? Quel est le processus? Alors, globalement, les véhicules que l'on source sont des véhicules qui ont terminé un premier cycle de location auprès d'un grand loueur national type Arval et ALD. Donc, on fait l'acquisition de ces véhicules-là, essentiellement en France, puisque on essaie d'avoir une certaine logique dans l'impact global de notre activité. Donc, on essaie de se sourcer quand même dans la plupart du temps en local. Ce sont des véhicules qui globalement ont moins de 3 ans, donc des véhicules relativement récents. Combien de kilomètres en moyenne? Entre 30 et 50 000 kilomètres au maximum. Et tout simplement, ces véhicules, on va les récupérer. On va faire tout un detailing esthétique, carrosserie, la petite rayure, la petite bosse, la petite jante un peu abîmée, tout ça, on va réparer. Le véhicule est entièrement checké. Enfin, il y a 70 points de contrôle qui sont réalisés sur le véhicule. On va établir tout un entretien global de ce véhicule-là. Et enfin, on va faire ce fameux check de batterie à travers notre partenaire Moba. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, on va adosser une garantie équivalente à une garantie constructeur sur les véhicules que l'on met en location. Alors sur une voiture, je sais pas ce que vous avez en parc. J'ai regardé rapidement, par exemple une 308 ou une i208. Une i208, tout à fait. Quelles sont les conditions de location? Donc c'est de la LLD, de la location longue durée. C'est quoi? C'est des contrats qui sont en moyenne de 36 mois à peu près. Voilà, on va proposer des contrats aujourd'hui entre 24 et 60 mois sur la base d'un kilométrage qui correspond à l'usage du client. Et aujourd'hui, on est sur une moyenne de 42 mois. 60 000 kilomètres sur la totalité du contrat. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive un peu à dépasser les lois de roulage, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on adressait globalement notre offre à des petits rouleurs, et là, on commence un peu à dépasser les limites, puisqu'on a des clients qui nous demandent des besoins supérieurs à 40-45 000 kilomètres par an. Quand on voit en comparaison aujourd'hui, en France, on roule en moyenne 12 000 km par an. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite sur le véhicule électrique. On peut très bien être en véhicule électrique et être un très gros rouleur. Exactement. Je crois même qu'on commence à constater que les personnes qui roulent en voiture électrique font plus de kilomètres que celles qui roulent en thermique. Parce qu'il y a moins d'entretien, ça coûte moins cher, c'est plus rigolo, etc. Du coup, en termes de mensualité, on est placé comment? Vous êtes placé comment par rapport à la même voiture qu'on louerait neuve chez une entreprise de leasing comme ALD ou Arval? J'imagine que l'avantage pour le client, c'est que vous soyez moins cher. Exactement, il y a une optimisation financière en moyenne de 20%, enfin jusqu'à 20% en dessous du loyer. On est sur une moyenne entre 10 et 15%. Donc effectivement, ça permet aux clients d'accéder aux véhicules électriques à moindre coût, mais également, et c'est un peu l'effet intéressant, c'est que ça permet également un upgrade
C'est-à-dire qu'un collaborateur qui avait un véhicule, on va dire, standard, peut bénéficier d'un meilleur véhicule à travers notre solution de reconditionné pour le même prix. Est-ce que aujourd'hui on constate une fluctuation importante du prix des voitures électriques neuves et notamment des baisses assez importantes en anticipation des disparitions éventuelles des bonus écologiques et puis du changement d'assiette des bonus qui ont frappé notamment des voitures qui ne sont pas construites en Europe. Donc on a vu des baisses de tarifs et du coup les autres constructeurs s'alignent aussi sur ces baisses, y compris ceux qui construisent en Europe. Est-ce que pour vous ça n'est pas un problème et est-ce que ça va pas poser un problème de rentabilité ou de valeur de revente de ces véhicules une fois qu'ils sont remis sur le marché? Mais il est là tout le challenge. Et c'est là quelque part le pari que nous on prend avec Nicolas à travers Backlease, c'est que nous on croit aux valeurs résiduelles de nos produits. On croit au maintien de cette valeur dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle on permet d'avoir des loyers plus compétitifs que du neuf ou que nos concurrents, parce qu'effectivement il est là aujourd'hui tout le pari de Backlease. On est, comme le disait très justement tout à l'heure Nicolas, on est des entrepreneurs, mais on est des entrepreneurs qui croyons fortement à ce que l'on fait et aux produits que l'on propose. Et bien évidemment, c'est un challenge. Vous le savez très bien, vous l'avez très bien décrit, Eric. Il y a des fluctuations de marché, il y a des pure players qui arrivent aujourd'hui. Il y a le bonus écologique qui évolue d'année en année. Il évolue tellement qu'on ne connaît toujours pas quelles sauces vont être mangées en 2024. Et effectivement, nous, on surfe à travers tout ça. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, bien sûr, on mise sur cette technologie. On y croit très fortement. Dans les autres principes excusez-moi, je vous coupe Eric, mais simplement dans les autres principes de base de Backlease, c'est que effectivement, vous savez, le métier d'un loueur longue durée, c'est de bien acheter et de fixer une valeur future assez juste. Et c'est cet écart-là entre le prix d'achat et cette valeur future qui détermine les loyers. Mais si on se trompe sur cette valeur future, effectivement, le loueur perd de l'argent et peut mourir. Donc, il y a un vrai pari pour nous sur cette valeur future, mais on est convaincu effectivement que la rétention de valeur d'un véhicule électrique sera beaucoup plus forte qu'un véhicule thermique, puisque contrairement à un véhicule thermique qui à 150 000 km commence à être totalement en sursis, vous pouvez avoir votre embrayage, votre joint de culasse, votre tuile, voilà, tout ce qui peut arriver sur un véhicule thermique qui, à partir de 150 000 km, voilà, on a vraiment peur de la fin de vie. Et en fait, dans les études que l'on a faites et la documentation que l'on a prise sur l'ensemble des marchés dans le monde, on s'aperçoit que voilà, des véhicules électriques passés 200 000 km, 250 000 km, vous avez des pneus, vous commencez à avoir des plaquettes, mais il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de boîte. Vous pouvez éventuellement changer la garniture du volant parce qu'elle s'est usée ou avoir des problèmes esthétiques, mais pas de problème majeur. Et le seul impact que vous avez, c'est que vous allez avoir une baisse de la performance de l'autonomie. Et c'est tout. Donc nous, on est convaincus que même si aujourd'hui on voit que sur le marché du neuf, effectivement, il y a un peu de volatilité sur les prix, notamment pour essayer d'avoir les aides d'État, on est convaincu que la rétention de valeur va être forte. Quel est l'état de santé moyen des batteries des voitures que vous louez? Vous avez de la data là-dessus en termes de pourcentage de capacité par rapport à la capacité neuve? Oui, aujourd'hui sur notre flotte, alors ce qu'on appelle le SOH, le State of Health, l'état de santé de la batterie moyen, il est de 92%. Sur un parc qui est aujourd'hui en moyenne de 42 000 km, si ma mémoire est bonne. On a une certaine disparité entre les marques. C'est pas les marques auxquelles on pense le premier qui sont les meilleurs élèves. On a de très belles marques françaises également qui ont des maintiens d'état de santé de batterie qui sont excellents, notamment les pionniers dans le domaine. Mini aussi, on a eu des super résultats sur les petites mini électriques. On a fait plusieurs. Quelques marques, quelques modèles qui sont, on va dire, pas
en haut du marché. Je crois comprendre en décryptant que finalement Tesla serait pas parmi les meilleurs dans ce. Tesla ne fait pas partie des meilleurs, sauf la chance juste de Tesla aujourd'hui. Et je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est là-dessus aussi nous on essaye d'évangéliser nos clients. C'est que c'est pas parce que on a moins d'autonomie qu'on va pouvoir faire moins de choses avec son véhicule. Aujourd'hui, la clé, et je reprends les propos d'il y a quelques jours de Lucas Demeo, qui expliquait que les batteries n'avaient vocation à l'avenir de diminuer et les autonomies diminuer par la même occasion des véhicules. Le vrai challenge, c'est la vitesse de charge, c'est l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle notamment on est partenaire avec ChargeMap, parce qu'aujourd'hui avec ChargeMap, on garantit une solution de mobilité partout où que vous soyez en Europe. Et donc nous on essaye d'expliquer aujourd'hui que c'est pas parce qu'on fait 30 000 km par an qu'il faut avoir forcément la grande batterie, mais que d'abord, il faut analyser nos parcours les plus récurrents et qu'à partir de cette analyse, nous préconisons une taille de batterie, ce qu'on appelle chez nous la juste batterie pour le juste usage. Et on essaie d'expliquer à nos clients que c'est pas parce qu'on a perdu 80 km d'autonomie sur son véhicule qu'on va pas pouvoir partir en vacances, en week-end, etc. Répondre à son usage principal. Je précise pour des raisons de transparence que ChargeMap fait partie du même groupe qu'Automobile Propre. Voilà, c'est dit et c'est totalement indépendant de cette interview. Une dernière question, vous avez combien de voitures en gestion ou en parc aujourd'hui ou en location ? Alors, on a démarré l'activité mi-septembre 2023. À l'heure où je vous parle, on a 20 véhicules qui sont soit à la route, soit en train d'être mis à la route. D'accord. Nos ambitions sont de l'ordre de 150 véhicules cette année, supplémentaires, jusqu'à 500 véhicules d'ici 2026. C'est pas trop difficile de trouver des voitures électriques d'occasion en bon état, enfin avec tous les critères qui sont les vôtres ? C'est une très bonne question. À l'heure où je vous parle, il y a près de 1500 véhicules qui correspondent à nos critères, qui sont en permanence sur le marché du véhicule d'occasion. Au sein de ces 1500, il faut trouver ceux qui ont la TVA ou pas récupérable, puisque c'est une condition clé pour pouvoir financer le véhicule derrière en location. Non, aujourd'hui, c'est pas un problème. C'est la raison pour laquelle on est très fiers aujourd'hui de se sourcer principalement en France. On peut même parfois se permettre de se sourcer uniquement sur notre région, qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour effectivement maintenir ou alors diminuer un maximum l'impact de notre activité. Et puis, je connais une autre entreprise que j'avais aussi interviewée il y a quelques temps qui fait un peu la même chose, c'est GreenMove. Vous les connaissez ? Ils sont sur le même segment, c'est ça ? Oui. GreenMove, c'est un concurrent en effet qui a dans sa storytelling et dans son activité énormément de similitudes. On trouve que GreenMove fait vraiment de très très bonnes choses. Donc oui, c'est aujourd'hui le Backlist est comparable à un GreenMove, tout à fait. Très bien. Messieurs, j'ai une dernière question pour vous que je pose un peu à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même tous les deux en voiture électrique ? Alors bien entendu, moi je roule en véhicule électrique maintenant depuis 5-6 ans. Alors j'ai pas eu la chance de rouler en véhicule électrique reconditionné, en tout cas pas actuellement, mais par le passé ça a été le cas. Ça a été aussi un déclencheur pour la raison pour laquelle j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ce monde-là. Donc oui, bien sûr, électrique. Et moi je roule en hybride rechargeable puisque j'ai 4 enfants et donc je suis pas passé encore au full électrique. Très bien. J'ai besoin d'une voiture importante. Très bien. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que vous êtes pour votre temps. Respectivement fondateur et CEO de YouLease, un courtier en leasing automobile, et CEO de Backlist, donc, qui était notre sujet d'aujourd'hui, le premier loueur longue durée de véhicules électriques reconditionnés. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. L'essai de la semaine. Cette fois, c'est pour de bon. Ce 14 février 2024 aura marqué les débuts du renouveau de Lancia avec la présentation officielle de la nouvelle Ypsilon. Cette citadine électrique sera le premier modèle de la marque centenaire, aujourd'hui relancée par le géant Stellantis. Pour redonner de l'élan à Lancia, le groupe a choisi de proposer une citadine polyvalente, orientée chic et confort. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense notre reporter Andy David, qui était présent sur place à Milan lors de la présentation officielle de la nouvelle Ypsilon électrique. Hello Eric et bonjour à tous les auditeurs. Alors je vous parle depuis Milan où je viens de voir pour la première fois la nouvelle Lancia Ypsilon. Alors vous le savez peut-être, c'est la voiture qui doit vraiment relancer cette marque italienne qui était un petit peu en train de disparaître depuis quelques années.
Je vais commencer par vous la présenter en très bref avec 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est 4,08 m. C'est la longueur. On est dans les mêmes eaux que la Peugeot i208 dont elle partage la plateforme. C'est donc une citadine polyvalente et non une micro-citadine comme l'ancienne Y. Deuxième chiffre, 156 chevaux. Là aussi, on reprend du bien connu chez Stellantis avec la fameuse machine e-Motors synchrone à aimant permanent qu'on retrouve depuis quelques mois sur les Peugeot i208, Opel Corsa i, etc., etc. Troisième chiffre, 403 km d'autonomie WLTP. Alors pour une batterie nickel manganèse cobalt de 51 kWh brut, ça reste plutôt convenable. Évidemment, il faut compter un petit peu moins dans la vraie vie. Alors je vous livre mes premières impressions. D'abord la silhouette. Si vous vous mettez sur le côté de la voiture, c'est assez frappant parce que vous avez vraiment l'impression d'être devant une Opel Corsa ou une Peugeot 208. C'est un petit peu décevant. Heureusement, le design est beaucoup plus intéressant à l'avant et à l'arrière grâce aux efforts de Jean-Pierre Plouet, le patron du style. Mais on sent quand même que voilà, on a pris une voiture bien existante et on l'a transformée en Lancia. Là, on reprend la calandre dite Caliche. Alors on prend désormais, il prend désormais la forme de 3 lignes de LED. On distingue ainsi le bandeau noir qui rappelle notamment les Beta Monte Carlo des années 1970. À l'arrière, les fleurons semblent sortir de la carrosserie. Là aussi, c'est un clin d'œil. Il y en a la bien aimée, la remarquable Stratos. J'ai bien aimé le capot trellis avec de beaux reflets, la teinte de cette série spéciale Cassina qui sera au lancement, qui s'appelle Blue Lancia, et aussi l'absence de chrome qui pollue à mes yeux les lignes des DS par exemple. Et on sait que les chromes, en plus, ça pollue vraiment au sens propre. Pendant les échanges avec Luca Napolitano, le patron, on a beaucoup entendu parler de l'art de vivre à l'italienne, du design italien. C'est vraiment dans cet univers que Lancia veut désormais se positionner. Du coup, on se doute bien que l'aspect intérieur de la voiture est essentiel. Une fois qu'on monte dans la voiture, alors c'est un petit peu contrasté. On aime les sièges, on veut de lourd côtelé. Esthétiquement, c'est pas mal du tout, mais le maintien n'est pas celui d'un bon fauteuil. On trouve... Si on prend par exemple la C5 Aircross, c'est nettement plus confortable. Et côté plastique, ajustement, etc., c'est un peu inégal. À l'arrière, on a un peu la sensation d'être engrossé aussi. Donc le côté salon qu'on nous vend, il est sans doute un petit peu exagéré. Je rajouterai d'ailleurs que l'italianité de la voiture, elle est sans doute un petit peu démontrée. Sachez que cette Lancia Y, elle sera assemblée à Saragosse en Espagne. Il y a beaucoup de marketing dans cette histoire de Lancia et on l'a bien senti pendant la conférence de presse. Vous savez, cette conférence, c'est aussi l'occasion de prendre des infos sur le prix. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais sachez que la première série spéciale, dite Cassina, c'est une référence à un fabricant de mobilier de luxe italien. Elle sera probablement vendue autour de 40 000 €. En France, la voiture sera lancée officiellement à la rentrée et cela s'accompagnera de l'ouverture de nouvelles concessions, puisque Lancia avait quitté notre marché il y a un petit peu plus de 5 ans. On a aussi appris que la gamme allait rapidement s'enrichir. Alors d'abord avec une version électrique à vocation sportive. Elle reprendra, attention, l'appellation historique HF, ça va faire hurler quelques puristes. Luca Napolitano, encore une fois le patron, nous a annoncé 240 chevaux et un 0 à 100 en moins de 6 secondes. Alors on en saura plus dans les mois à venir, probablement au mois de juin. On découvrira également dans les mois qui viennent une version thermique à hybridation légère de 100 chevaux qui devrait être l'entrée de gamme. Évidemment, on sera autour sans doute de 26 000 € en France. Et ce sera très logiquement la plus populaire sur le marché italien qui est encore très frileux sur l'électrique. Sachez que l'Y, elle est encore bien vendue en Italie, elle est deuxième sur le segment des citadines, mais cette ancienne Y, elle avait surtout comme argument de prix, elle était vendue à peine au-dessus de 15 000 €. Donc sur un marché où on est frileux sur l'électrique et un marché où le pouvoir d'achat compte beaucoup, le défi de vendre cette nouvelle Y sera sans doute assez difficile. Bref, pas de surprise majeure, on avait déjà aperçu la voiture notamment malheureusement dans un canal à la suite d'un incident qui s'était produit près de Sochaux, de la base de test de Stellantis. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose de très nouveau à se mettre sous la dent, on a eu quelques précisions supplémentaires. On en saura plus et on se reparlera de tout ça en mai à l'occasion des essais pour la presse. Ciao Eric, ciao à tous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!